Alors, si vous me permettez, je vais d'abord commencer par vous dire quelques mots euh, de mon expérience personnelle de romancière, parce que je pense que ça a des liens. En écrivant des romans historiques, j'étais loin d'imaginer que j'allais enseigner l'histoire. C'est pourtant ce qui s'est passé. C'est peut-être pour ça, parce que j'ai senti que c'était toute une responsabilité, que j'ai décidé d'aller poursuivre, terminer ma maîtrise en histoire à l'Université du Québec. Euh, vous n'avez pas idée du nombre de lecteurs du roman de Julie Papineau, par exemple, qui m'ont avoué candidement qu'ils ne savaient presque rien de la rébellion. Euh, pour eux, pour certains, en tout cas d'entre eux, ça avait été une guerre entre les Canadiens français et les Canadiens anglais, et non pas une lutte pour la démocratie, comme ce fut le cas. Dans les bibliothèques, dans les écoles où je vais parler de mes livres, les gens, qu'ils soient d'allégeance fédéraliste ou souverainiste, sont tout contents de venir me dire, à présent, je comprends ce qui s'est passé à la place d'Armes, au pied du courant, à Saint-Denis-sur-Richelieu, parce que les gens veulent savoir, mais ils veulent aussi comprendre et mesurer les conséquences de ce qui s'est passé. Euh, les parents en particulier viennent me dire, bon, ben, j'amène mes enfants, je sais pas, par exemple, à la maison Papineau à Montebello, ou bien non à la maison Cartier dans le Vieux-Montréal, parce qu'ils veulent que leurs enfants, surtout s'ils se sentent eux-mêmes mal renseignés, ils veulent que leurs enfants connaissent leur histoire, mais avec ses pages glorieuses, aussi bien qu'avec ses échecs. Ça me fait penser, vous avez peut-être vu sur YouTube la vidéo qui a été réalisée par des étudiants du cégep Lionel Groux, je pense. Alors, c'est une étudiante qui est assise sur les marches de l'église de Saint-Eustache, là où il y a eu la fameuse bataille en décembre 1837, et elle dit à peu près ceci. Elle dit, il y a un trou dans mon église, je ne sais pas pourquoi. Elle dit, je sais quand a eu lieu la Révolution française, je sais en quelle année Guillaume le Conquérant est arrivé en Angleterre, mais j'ignore ce qui est arrivé dans l'église à côté de chez moi. Je trouve que c'est un exemple très éloquent de la pauvreté de l'enseignement de l'histoire que nos jeunes reçoivent. Et si j'en parle, c'est parce que la rébellion des patriotes, que je raconte dans le roman de Julie Papineau, c'est justement l'un des sujets qui n'ont, pour ainsi dire, pas droit de citer dans nos programmes d'enseignement de l'histoire. Dans cette vidéo, d'ailleurs, qui a été faite en 2011, donc c'est pas ancien, les étudiants mentionnent plusieurs autres événements passés sous silence dans le cours d'histoire réformée. L'acte de Québec de 1774, l'acte d'Union de 1840, la conscription de 1917, le rapatriement de la Constitution de 1982. Et franchement, je ne serais pas étonnée d'apprendre qu'on saute aussi, je ne sais pas moi, la crise d'octobre ou les référendums de 80 et 95, sous prétexte que ce sont des événements qui risquent de générer des conflits entre francophones et anglophones. Alors, on l'aura compris, le mot d'ordre, et je caricature à peine, est de proposer aux étudiants une histoire neutre pour ménager les susceptibilités, le Canada ayant, c'est bien connu, deux versions différentes de la plupart des grands événements de son histoire. Personnellement, ça m'agace d'entendre les gens du ministère de l'Éducation ou leurs conseillers répéter à toutes les tribunes qu'il faut éviter d'aborder les aspects de notre passé qui créent des dissensions, qu'il faut enseigner une histoire plus rassembleuse. On ne doit pas, paraît-il, insister sur nos échecs car ça donne de notre histoire une image misérabiliste, la rectitude politique dans toute sa splendeur. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on enseigne l'histoire des femmes, l'histoire des Noirs, des Amérindiens, des groupes ethniques, des récits, soit dit en passant, tout aussi ponctués d'échecs, d'humiliations et de retours en arrière. Pourquoi on enseigne sans état d'âme ces histoires-là, mais pas l'histoire du Québec commune à tous? C'est un peu comme si les jeunes Québécois qui sont sur les bancs de nos écoles n'avaient pas de racines. Comme si les jeunes immigrants débarquaient sur une planète historiquement aseptisée, sans valeur commune. Puis après ça, on s'étonne qu'ils ne s'intègrent pas à leur société d'accueil. De toutes les recommandations que propose Mme Lavallée, celle qui me tient le plus à cœur est celle-ci.
revoir le programme d'histoire de 3e et de 4e secondaire afin de redonner à la question nationale et à l'histoire politique la place qui leur revient. Près des 2 tiers, c'est-à-dire 63% des enseignants interrogés dans le cadre de son enquête, ceux-là même qui sont à l'école, qui à l'école mesurent les besoins de leurs élèves, ils le réclament. Je pense qu'il faut cesser de politiser ce dossier. Moi, ça me désole qu'en 2012, on en soit encore à traiter de nationaleux ceux qui veulent qu'on enseigne l'histoire politique du Québec. Et ça m'enrage qu'on les soupçonne de vouloir fabriquer des petits souverainistes. Gommer des pans de l'histoire, c'est aussi servir une cause, non? N'ayons pas peur des mots, nous assistons en ce moment à une tentative pour réécrire le passé en effaçant d'un trait les pages qui nous définissent comme peuple différent. Ce ne sont ni les enseignants ni les historiens qui ont inventé le passé. La déportation des Acadiens a réellement eu lieu, la défaite des Plaines d'Abraham aussi, et les insurrections de 1837-38 ont bel et bien entraîné des représailles aussi cruelles qu'injustifiées. Mais notre histoire n'est pas qu'une série d'échecs, de défaites et d'humiliations qui présentent les Québécois comme des vaincus et des victimes, pour reprendre la liste d'épicerie de l'historien Jocelyn Letourneau. C'est aussi une histoire de courage, de persévérance, de survivance. Avouez que c'est quand même impressionnant que nous soyons encore là, seul îlot francophone au cœur d'une Amérique anglophone après 400 ans. J'y vois en outre un bel exemple de démocratie avec des modèles féminins et masculins qui suscitent l'admiration et qui peuvent inspirer les jeunes. Des héros qu'on a aussi évacués de nos manuels. Faut-il le rappeler en terminant, les fonctionnaires qui élaborent les programmes ne sont pas mandatés pour choisir ce qui fait leur affaire et jeter le reste. Il faut évoquer en classe tous les événements marquants parce qu'ils ont façonné la nation québécoise et qu'ils ont eu et auront encore des répercussions sur la suite des choses. N'est-ce pas le sociologue Fernand Dumont qui le rappelait, il faut remonter le passé pour saisir le présent. Dumont disait aussi, notre drame, c'est d'avoir tout oublié. L'un des buts poursuivis à l'école est de former des citoyens capables de prendre des décisions éclairées. La meilleure façon d'y arriver, c'est de dire la vérité, toute la vérité, même si elle peut diviser l'opinion. À l'heure où on trouve n'importe quoi sur Internet, le meilleur comme le pire, il devient impérieux de fournir à l'étudiant sur le point de quitter l'école secondaire un bon coffre d'outils qui lui permettra, par exemple, d'exercer son droit de vote en connaissance de cause. Le vote incohérent des électeurs québécois qui, aux élections provinciales de 2007, ont choisi en bloc l'ADQ, parti de droite, puis qui, aux élections fédérales de 2011, ont choisi en bloc le NPD, parti de gauche, devrait nous faire réfléchir. Comme l'a déjà écrit Pierre Godin, l'auteur de la biographie de René Lévesque dans son blog, il a écrit dans son blog « L'histoire nous enseigne que le flottement de la pensée politique est le terrain de prédilection des habiles démagogues de droite et de gauche. » J'ajouterai que l'école a un rôle crucial à jouer pour les contrer. Je vous remercie.